partant pour un week-end de camping à Joshua Tree, envoyant une dernière photo avant de disparaître sans laisser de traces. Pendant 11 ans, leur famille s'accroche à l'espoir tandis que les enquêteurs poursuivent de fausses pistes et des théories sans issue qui ne font que les éloigner davantage de la vérité. Puis, un randonneur traversant une section isolée du parc tombe sur quelque chose qui dépasse du sable. Une découverte qui enverra les enquêteurs se précipiter vers des preuves qu'ils avaient ignorées pendant des années. Le dernier message du désert est arrivé avec le ping stérile d'un satellite se connectant à un appareil à des kilomètres au-dessus de la Terre. Pour Chloé, la sœur cadette de Jenna Dellinger, ce miracle moderne était une source de réconfort. Sa sœur, enceinte de 7 mois et campant dans la vaste étendue primitive du parc national de Joshua Tree, était toujours joignable. La photo qui s'est matérialisée sur l'écran du téléphone de Chloé était pure joie. Jenna, radieuse, et le ventre rond dans un pull bleu, assise devant une tente vers Lyme. Derrière elle, son mari Marcus était agenouillé, son bras protecteur autour d'elle. Un large sourire heureux pendant son visage barbu. L'image était une capsule parfaite de leur excitation, une dernière d'aventure avant que leur monde ne soit changé à jamais par l'arrivée de leur premier enfant. Un texto a suivi quelques instants plus tard. Tout est installé pour la nuit. Le désert est magnifique. Je t'aime. Chloé avait répondu instantanément, renvoyant des émojis cœurs et un rappel à Jenna de rester hydratée. Puis elle était allée se coucher, imaginant le couple sous un dé d'étoiles brillantes du désert. C'était hier. Maintenant, le soleil de l'après-midi projetait de longues ombres sur le sol de son salon. Et le silence de Joshua Tree était passé de paisible, inquiétant. Ils avaient un plan simple, né de l'inquiétude fraternelle de Chloé. Jenna devait appeler avant midi le lendemain, juste pour confirmer que tout allait bien. C'était une concession à l'anxiété de Chloé, concernant sa sœur, très enceinte, dormant sur le sol, même avec le confort de secours de leur nouveau camping-car garé à proximité. Mais midi était passé. Au début, Chloé rationalisait. Peut-être qu'ils avaient taffé la grasse matinée. Peut-être qu'ils étaient en partie faire une courte randonnée et avaient de perdu la notion du temps. Le Starlink était nouveau. Peut-être était-il capricieux. Mais alors qu'une heure devenait 3 et que 3 se transformait en 5, les rationalisations s'amenuisaient, remplacées par une peur froide et rampante. Elle a appelé le téléphone de Jenna, messagerie vocale directe. Elle a appelé Marcus, même résultat. L'image sur son téléphone, autrefois source de joie, ressemblait maintenant à un fantôme. Les sourires semblaient de figés. Le paysage désertique derrière eux vaste et menaçant. Le camping-car, symbole de sécurité et de préparation, n'était qu'une boîte blanche, silencieuse en arrière-plan. Chaque détail qui avait été rassurant hier était maintenant source de terreur. Pourquoi n'avait-il pas plié bagage et n'était-il pas parti? Pourquoi n'avait-il pas au moins conduit jusqu'à un endroit avec un signal cellulaire? Les questions tournaient en rond, chacune plus sombre que la précédente. Au coucher du soleil, le nœud de peur dans son estomac était trop serré pour être ignoré. Les mains légèrement tremblantes, elle a cherché le numéro non urgent du service des parcs nationaux à Joshua Tree. Elle a expliqué la situation à une voix calme et professionnelle à l'autre bout du fil. Une femme enceinte de 37 ans et son mari de 42 ans, en retard pour un appel de contrôle. Elle a transféré la photo, la dernière preuve de vie, et a décrit leur véhicule. Un camping-car, Ram ProMaster blanc. Le garde forestier au téléphone était rassurant, mais la procédure sous-jacente était claire. C'était maintenant une priorité. 2 gardes forestiers ont été dépêchés, alors que la dernière lumière du jour s'estompait du ciel.
leur phare traçant un chemin solitaire dans l'immense obscurité du parc. Ils connaissaient la zone générale que les Dillinger favorisaient, un endroit semi-isolé, loin des principaux terrains de camping. Il leur a fallu près d'1 heure de conduite sur des routes pavées, puis des pistes de terre nivelées, avant qu'ils ne le voient bien. Baignés dans le blanc éclatant du projecteur de leur véhicule, la scène ressemblait exactement à la photo que Chloé avait envoyée. Le camping-car blanc était garé sur un terrain plat. À environ 30 pieds de là, la tente Verlim se dressait en dur contre la douce brise nocturne. C'était un tableau parfait et paisible. Alors que les gardes approchaient à pied, leurs bottes crissant sur le sable graveleux, le silence était absolu. Il n'y avait pas de scintillement, de feu de camp, pas de murmure de conversation. Monsieur Dillinger, Madame Dillinger, a appelé l'un des gardes, sa voix avalée par l'espace immense. La seule réponse était le murmure du vent à travers les buissons de créosote. Ils ont fait le tour du campement. 2 chaises de camping étaient orientées vers un foyer froid et inutilisé. Le rabat de la tente était fermé. Un coup d'œil rapide à l'intérieur avec une lampe de poche a révélé 2 sacs de couchage vides, soigneusement disposés. Ils ont essayé les portes du camping-car, verrouillées, tout était à sa place, ordonné et dans la tente, comme si les occupants s'étaient simplement évaporés dans l'air sec du désert. Avec les premières lueurs de l'aube, le campement s'est transformé d'un lieu de silence inquiétant en une véritable scène de crime. La zone a été délimitée avec du ruban jaune, une frontière artificielle frappante contre le paysage naturel d'arbres tordus et de roches anciennes. Les gardes forestiers initiaux avaient cédé la place aux adjoints du shérif du comté et à une équipe d'enquêteurs. Leur première priorité était d'accéder au camping-car verrouillé, qui se dressait comme une tombe métallique, scellée au centre du drame qui se déroulait. Plutôt que de briser une vitre, ils ont fait appel à un serrurier, une décision enracinée dans l'espoir de préserver chaque parcelle de preuves potentielles. Pendant que le serrurier travaillait, le détective principal, un homme endurci par des années d'enquête sur des crimes dans ces vastes espaces vides, a examiné la scène. Tout était trop parfait. Dans son expérience, quand des gens disparaissaient dans la nature, leur campement était souvent en désordre. Signe d'un départ précipité, d'une urgence médicale ou d'une attaque d'animal. C'était différent. C'était stérile. Le clic de la serrure du van, brisant le silence matinal, était saisissant. La porte latérale s'est ouverte avec un soupir métallique et doux, révélant l'intérieur. Les enquêteurs ont jeté un coup d'œil à l'intérieur, et le mystère ne s'est qu'intensifié. Le petit espace de vie construit sur mesure était immaculé. Un lit à l'arrière était soigneusement fait. Sur un petit comptoir de kitchenette, un sac de mélange de fruits secs à moitié vide était fermé. Une bouteille d'eau était pleine. Et là, placés soigneusement côte à côte, se trouvaient les portefeuilles de Marcus et Jenna Dillinger. Un enquêteur, portant des gants, latex, les a soigneusement ouverts. À l'intérieur se trouvait de l'argent liquide, des cartes de crédit et leur permis de conduire. À côté des portefeuilles, se trouvait un téléphone portable secondaire, un modèle plus ancien qu'il gardait probablement pour les urgences. Et à côté de cela, une bouteille de vitamine prénatale de Jenna, symbole poignant de la vie qui était censée être. La découverte des portefeuilles et du téléphone était un tournant critique. Les gens qui choisissent pas de disparaître, de commencer une nouvelle vie, prennent leur argent et leurs papiers d'identité. Les gens qui se perdent en randonnée au reste de leur portefeuille sur eux, et personne, absolument personne, ne laisserait derrière lui les médicaments essentiels de sa femme enceinte. La scène criait que quoi qu'il soit arrivé aux Dillinger, ce n'était pas planifié par eux. Ils avaient eu l'intention de retourner à ce van. Les seules choses manquantes étaient le couple lui-même. Les vêtements qu'il portait et le smartphone principal,
qui avait envoyé cette dernière photo heureuse. L'absence de tout signe de lutte à l'intérieur du van était tout aussi déconcertante. Il n'y avait pas d'objets renversés, pas de marque d'éraflure sur le sol, aucune trace de violence. C'était comme s'ils avaient été appelés hors du van et s'étaient simplement éloignés, laissant toute l'infrastructure de leur vie derrière eux. Alors que les équipes de recherche et de sauvetage commençaient une recherche quadrillée du désert environnant, une tâche sombre et souvent infructueuse, dans le terrain impitoyable de Joshua Tree, l'équipe d'enquête a tourné son attention vers la vie numérique et financière de Marcus et Jenna Dellinger. C'était un couple apprécié, sans ennemis connus. Jenna était une enseignante d'école primaire, bien aimée, prenant une année sabbatique pour sa grossesse. Marcus était décrit comme un consultant en affaires indépendant, un homme amical et extraverti qui adorait sa femme. En surface, leur vie était aussi ordonnée et sans problème que l'intérieur de leur camping-car. Mais dans toute enquête, la surface n'est que le point de départ. La première fissure dans cette façade parfaite est apparue 2 jours après le début de l'enquête. Un détective de la criminalité financière, chargé d'examiner en profondeur leurs comptes, a trouvé quelque chose que les rapports de crédit standard avaient de manquer. Alors que leurs comptes bancaires joints et leurs cartes de crédit étaient sains, Marcus Dellinger avait une autre vie financière cachée. Il portait un montant stupéfiant de dettes privées, provenant de prêteurs à taux d'intérêt élevés. C'était le genre de dette qu'une personne contracte quand elle ne peut plus obtenir de prêts conventionnels. C'était de l'argent désespéré, et selon les échéanciers de paiement, il était sur le point de faire défaut. Cette découverte a tout changé. Soudain, Marcus Dellinger n'était plus seulement une personne disparue. C'était un homme sous une pression immense et secrète. Il avait un motif puissant pour échapper à sa vie. La question qui planait dans l'air du bureau des détectives était glaçante. Ce motif était-il assez puissant pour qu'il abandonne sa femme enceinte? La théorie a commencé à se cristalliser, et c'était une théorie laide. Peut-être que la lune de miel du bébé était une ruse. Peut-être que Marcus, ne voyant aucune issue à sa ruine financière, avait concocté un plan désespéré. Cette hypothèse sinistre a pris un élan terrifiant quand une nouvelle piste est arrivée. Un bolo, Beyond the Lookout, avait été émis pour Marcus. Un pompiste travaillant le quart de nuit dans une ville poussiéreuse à plus de 100 miles du parc a appelé la ligne d'information. Il se souvenait d'un homme qui correspondait à la photo de Marcus. L'homme était venu 2 nuits après que les Dellinger étaient entendus pour la dernière fois. Il semblait nerveux, se rappelait le pompiste, ses yeux scrutant constamment le parking. Il a payé l'essence, avec des billets froissés, tiré de sa poche, a acheté un téléphone jetable prépayé et, plus révélateur, un atlas routier détaillé du sud-ouest américain. Le pompiste s'en souvenait parce que c'était un achat si démodé. L'homme évitait le contact visuel, les épaules voûtées, et il est parti précipitamment. Le pompiste ne pouvait pas être sûr à 100% que c'était Marcus Dellinger, mais la ressemblance était forte. Pour les enquêteurs, c'était la pièce manquante. Un homme avec une dette secrète et écrasante. Une femme qui venait probablement de la découvrir. Un endroit isolé. Et maintenant, une observation crédible du mari. Seul, achetant exactement les outils dont un fugitif aurait besoin pour disparaître de la circulation. Le récit s'écrivait de lui-même. Une dispute dans le désert a mal tourné. Marcus, pris de panique, cache le corps de sa femme dans la vaste nature sauvage et s'enfuit, utilisant 2 jours d'avance pour commencer sa nouvelle vie en tant qu'homme recherché. La partie la plus difficile du travail était de transmettre cette nouvelle à la famille. Le détective principal a rencontré Chloé chez elle. Il a exposé les faits aussi neutralement que possible. La découverte de la dette, l'observation à la station-service, il a regardé l'espoir qu'il avait soutenu pendant des jours,
se transformer en incrédulité, puis en fureur brute. Elle s'est levée d'un bond, le visage rouge de colère. « Non, dit-elle, la voix tremblante. « Absolument pas, pas Marcus. » Elle a raconté au détective comment Marcus avait passé des semaines à construire le berceau du bébé à la main, comment il lisait au ventre de Jenna tous les soirs, comment il avait pleuré de joie quand ils avaient vu la première échographie. Ce n'était pas un homme qui fuyait à sa vie, c'était un homme qui courait vers elle. « Vous vous trompez », a-t-elle insisté, des larmes coulant sur son visage. « Il mourrait pour elle. Il ne lui ferait pas de mal. Il est une victime, tout comme elle. » À ce moment-là, deux histoires irréconciliables sont nées. Pour la police, Marcus Dallinger était un fugitif et leur principal suspect. Pour sa famille, c'était une autre personne disparue, et la police perdait un temps précieux à chasser un fantôme. L'énergie initiale et frénétique de la recherche de Marcus et Jenna Dallinger a inévitablement ralenti, puis s'est arrêtée, et a finalement disparu comme un mirage du désert. Les saisons se sont succédées sur le parc national de Joshua Tree. La chaleur féroce de l'été, cuisant le sol où la tente du couple s'était autrefois dressée, suivie par les nuits fraîches et froides de l'hiver. Le ruban jaune de la scène de crime avait disparu depuis longtemps, et la nature avait récupéré le petit carré de terre dégagé, ne laissant aucune trace qu'une tragédie bouleversante avait commencé là. Au département du shérif, le dossier Dallinger, autrefois l'enquête la plus active du comté, a été déplacé du haut de la pile vers un tiroir et finalement vers une étagère dans la salle des archives, un épais dossier manille rempli d'impasses et de questions sans réponse. C'était maintenant officiellement une affaire non résolue. Pour le public, l'histoire s'est estompée du cycle de l'actualité, remplacée par des tragédies plus récentes et plus immédiates. Mais pour Chloé, le temps n'offrait aucun répit. Chaque jour qui passait était une nouvelle blessure. Elle s'est battue sans relâche pour maintenir vivante l'histoire de sa sœur et de son beau-frère, harcelant le détective principal pour des mises à jour qui ne venaient jamais. Elle a refusé d'accepter le récit officiel. L'image de Marcus, en tant que tueur fugitif, était une fiction, une conclusion paresseuse, tirée par des enquêteurs qui ne pouvaient pas être dérangés de chercher une vérité plus complexe. Elle a souligné le manque total de preuves qu'il était même vivant. Dans les années qui ont suivi, aucune de ses cartes de crédit n'a jamais été utilisée. Son numéro de sécurité sociale n'est jamais apparu sur aucune feuille de paie. Aucune observation crédible ne s'est jamais matérialisée après le rapport initial et fragile du pompiste. Il n'avait contacté aucun ami ou membre de la famille. Il avait disparu aussi complètement que Jenna. Un fantôme qui n'a laissé aucune empreinte dans le monde. Pour Chloé, ce n'était pas le comportement d'un fugitif rusé. C'était le silence d'un homme mort. Les années se sont étendues dans un lame silencieux et angoissant. 2012 est devenu 2013, puis 2014. Le détective principal d'origine a pris sa retraite. De nouveaux shérifs ont été élus. L'affaire Dallinger est devenue une légende locale, une histoire d'avertissement chuchotée aux touristes, mais pour les forces de l'ordre, c'était un monument frustrant à l'échec. Puis, à la fin de l'été 2017, près de 6 ans après la disparition du couple, une décision bureaucratique a forcé l'affaire à revenir sous les projecteurs. Le camping-car des Dallinger, qui était resté dans la fourrière du comté, a accumulé de la poussière et des frais de stockage, devait être libéré. C'était une dernière pièce douloureuse de tâches administratives. Chloé, en tant que plus proche parent, avait été avisée d'organiser sa collecte. Avant que le véhicule puisse être libéré, cependant, la politique du département dictait un inventaire final et approfondi. C'était une tâche ingrate qui incombait à un jeune adjoint méticuleux, qui n'était qu'une recrue lorsque l'affaire avait éclaté pour la première fois. La fourrière était un endroit désolé, un cimetière de véhicules où chaque voiture, camion et van
était un chapitre dans une longue histoire de malheur ou de malveillance. Le Van Dellinger était assis dans une rangée arrière, sa peinture blanche, maintenant interne, est striée de crasse. L'adjoint l'a déverrouillé, l'air à l'intérieur vicié et chaud. Il a commencé son travail méthodique, presse-papier à la main, cochant les articles énumérés sur le manifeste de preuves originales. Sac de couchage, réchaud de camping, trousse de premiers soins, tout était là. Une capsule temporelle de cette dernière nuit fatidique. Il a parcouru le petit espace de vie, notant l'état de l'ébénisterie construite sur mesure que Marcus, un menuisier qualifié, avait installé lui-même, alors qu'il passait une main gantée le long d'une rangée de bacs, de rangements aériens. Ses doigts ont détecté une imperfection subtile. L'une des coutures verticales entre deux armoires ne semblait pas correcte. C'était presque trop parfait, manquant le petit espace qui aurait dû être là. Curieux, il a poussé dessus. Ça n'a pas bougé, il a tapé dessus avec son articulation. Le son était différent des panneaux environnants. Pas un bruit sourd, solide, mais un écho creux et résonnant. Son pouce s'est légèrement accéléré. Ce n'était sur aucune feuille d'inventaire. C'était quelque chose de nouveau. Il a récupéré un outil multifonction de sa ceinture et a soigneusement travaillé le fin, en bout de tournevis à tête plate, dans la fissure capillaire de la couture. Avec une légère torsion, un loquet magnétique caché s'est libéré, et le panneau s'est ouvert avec un clic doux, révélant une cavité rectangulaire sombre. L'adjoint a éclairé sa lampe de poche dans le compartiment caché. Il n'était pas sûr de ce qu'il s'attendait à trouver. Une arme, une réserve d'argent liquide, une lettre de confession, mais ce n'était rien de tout cela. À l'intérieur, posé en diagonale, se trouvait un seul objet. Un tube de cartes étanches, gris et cylindrique, du genre qu'un architecte ou un ingénieur sérieux pourrait utiliser. Il était complètement scellé. Il a soigneusement retiré le tube, son esprit s'emballant. Ce n'était pas le travail d'un homme paniqué. C'était une dissimulation soigneuse. C'était de la préméditation. De retour au poste, la découverte a envoyé une décharge d'électricité à travers l'unité des affaires non résolues. Le tube allait être décellé dans une salle de preuve stérile. Un détective senior, un vétéran qui se souvenait de la frustration initiale de l'affaire, a soigneusement glissé le contenu. Ce n'était pas une carte, mais une série d'entre elles, étroitement enroulées ensemble. Lorsqu'elles ont été déroulées sur une grande table, il était clair que ce n'étaient pas des cartes touristiques standards. C'étaient des relevés géologiques, hautement détaillés et de qualité professionnelle. Ils représentaient un secteur spécifique et éloigné du parc national de Joshua Tree, une zone loin de tout sentier, ou terrain de camping établi, connu pour son terrain accidenté et ses formations rocheuses de complexe. Mais c'étaient les annotations manuscrites qui déconcertèrent vraiment les enquêteurs. Les cartes étaient découvertes de petites notes, soignées, écrites au crayon. C'étaient des références cryptiques et techniques. Digues de pegmatite proéminente vérifièrent l'alluvion pour le flottant et des coordonnées suivies de notations comme monazite possible. C'était le langage d'un prospecteur. La découverte a complètement brisé la théorie établie de l'affaire. L'homme, vu achetant un simple atlas routier dans une station-service, était un leurre, un fantôme. Le vrai Marcus Dellinger, semblait-il, était engagé dans quelque chose de beaucoup plus complexe et secret. Avait-il été un prospecteur illégal? Rencontrait-il quelqu'un dans le désert pour un accord clandestin? Les enquêteurs ont poursuivi la nouvelle piste avec une vigueur renouvelée, mais elle s'est rapidement transformée en une impasse frustrante. Ils ont fait venir un professeur de géologie d'une université voisine pour examiner les cartes. Il a confirmé que les notes concernaient la recherche de minéraux de terres rares, mais les a qualifiées d'amateurisme sophistiqué. Elles étaient bien informées, mais manquèrent de la précision d'une étude professionnelle.
Les détectives ont essayé de retracer l'origine des cartes imprimées sur mesure, mais l'entreprise qui les avait produites avait fait faillite il y a des années. Ces dossiers est perdu. Ils ont organisé une recherche ciblée de la zone marquée sur les cartes, mais c'était un paysage vaste et un pitoyal de canyons et de champs rocheux. Sans cible plus spécifique, la recherche était sans espoir et a été annulée après 3 jours. Les cartes étaient à une bombe qui n'a pas explosé. Elles fournissaient un aperçu alléchant des activités secrètes de Marcus Dellinger, mais n'offraient aucune voie claire à suivre. L'indice était à la fois profond et inutile. Il ne pouvait pas son innocence, mais il faisait paraître la théorie de sa culpabilité simpliste et peu probable. Il suggérait qu'un jeu plus profond et plus dangereux était en cours, mais ne donnait aucune indication sur les autres joueurs. Le dossier de l'affaire Dellinger a été mis à jour une dernière fois. Les cartes géologiques ont été photographiées, enregistrées et scellées dans un sac de preuves. Le dossier, maintenant plus épais et plus mystérieux que jamais, a été remis sur l'étagère. L'affaire était plus froide que jamais maintenant, hantée par le fantôme d'un indice que personne ne savait comment résoudre. Pendant 11 ans, le désert a gardé son secret. Le soleil a blanchi le paysage, les vents ont déplacé les sables, et le souvenir du couple disparu de Joshua Tree est estompé dans le domaine des dossiers froids et poussiéreux. Le monde a continué. Octobre 2022 n'était pas différent de tout autre automne dans le parc. L'air était sec, le ciel d'un bleu brillant et sans nuages. C'était sous ce ciel vaste et indifférent qu'un homme nommé Derek Vinson, un ingénieur logiciel de Seattle, cherchant une brève évasion de la brume grise du nord-ouest du Pacifique, a décidé de s'aventurer hors des sentiers battus. C'était un randonneur expérimenté, attiré par la solitude des coins moins fréquentés du parc, trouvant une certaine paix dans la beauté austère et étrangère de la géologie. Il ne suivait pas de sentier, juste sa propre curiosité, naviguant par la position du soleil et la forme des formations rocheuses lointaines. L'appel de la nature s'est abattu sur lui soudainement et sans excuse. Regardant autour de lui, il n'a vu personne à des kilomètres. Il a repéré un grand groupe de rochers de granit altérés qui offrirait un peu d'intimité et a commencé à marcher vers lui. En contournant le coin du plus gros rocher, ses yeux ont parcouru le sol, et il s'est arrêté. Quelque chose n'était pas à sa place. Dans une petite dépression peu profonde, le sol sablonneux était clairement perturbé. Il était meuble et retourné, jonché du genre de débris, qui suggérait une activité animale récente, très probablement un coyote creusant pour un rongeur. C'était un spectacle assez courant, mais quelque chose dans cet endroit particulier a retenu son attention. Au centre de la terre perturbée, il a vu un éclat de blanc. Pas le blanc brillant de la roche blanchie, mais une couleur blanc terne, presque jaunâtre. Sa première pensée était que c'était un morceau de déchet, ou peut-être un os d'animal. Il était agacé pendant un moment à l'idée de visiteurs négligents, laissant leurs ordures derrière eux-mêmes ici. Poussé par un mélange de curiosité et l'instinct d'un randonneur de ne laisser aucune trace, il s'est approché. L'objet blanc était partiellement enterré, courbé d'une manière qui semblait étrangement familière. Il l'a poussé du bout de sa botte de randonnée, s'attendant à ce que ce soit un morceau léger de plastique ou un os blanchi au soleil d'un mouflon. L'objet n'a pas seulement bougé, le sable autour s'est effondré, révélant davantage de sa forme. Et à cet instant, le monde a basculé sur son axe pour Derek Vinson. Ce n'était pas un os, c'était une série d'entre eux, fusionnés dans un motif horriblement reconnaissable. La courbe qu'il avait vue était la forme élégante et archée d'une côte humaine. Il regardait une cage thoracique humaine. Il trébuchait en arrière, une bouffe d'air froid se coinçant dans sa gorge. Son cœur martelait contre ses côtes, un battement de tambour frénétique dans le silence soudain et profond du désert. Il a regardé à nouveau son esprit,
refusant de traiter ce que ses yeux voyaient. C'était indéniablement réel. Il pouvait voir les lignes distinctes et parallèles des côtes individuelles émergeant du sable. Il a cherché son téléphone, ses doigts, tâtonnant maladroit, avec une montée soudaine d'adrénaline. Il a tapé sur l'écran, composant le 911. La voix du répartiteur était une présence calme et rassurante dans sa panique tourbillonnante. 911, quelle est-ce votre urgence? J'ai trouvé quelque chose? A balbutié Derek, sa voix mince et aiguë. Un corps, je pense, des os humains. Le ton du répartiteur est resté égal professionnel. D'accord, monsieur. Pouvez-vous me dire votre position? Derek a regardé autour de lui frénétiquement. Le paysage familier semblant maintenant étranger et menaçant. Il a essayé de décrire sa position, faisant référence au soleil, à la forme de la formation de rochers, à la direction qu'il avait prise depuis la route de terre la plus proche. Il pouvait entendre le cliquetis d'un clavier à l'autre bout de la ligne, alors que le répartiteur essayait de localiser ses coordonnées. Le processus semblait une éternité. On lui a dit de rester sur place, de ne rien toucher, et que des unités étaient en route. Après avoir raccroché, il s'est assis sur un rocher à une bonne 50aine de pieds du site, lui tournant le dos, incapable de regarder à nouveau. Il a juste fixé le désert vide, l'image de la cage thoracique gravée dans son esprit. En moins d'une heure, le silence a été brisé par le son lointain de véhicules qui approchaient. 2 gardes forestiers sont arrivés en premier, leurs visages sombres et professionnels, alors que Derek racontait sa découverte. Ils ont confirmé que les restes étaient humains et ont immédiatement établi un large périmètre. Leur ruban jaune, une déclaration frappante, que ce coin de nature sauvage était maintenant une scène de crime. Les gardes initiaux ont été bientôt rejoints par des adjoints du shérif et, plus important encore, l'unité d'enquête médico-légale du comté, l'archéologue médico-légal principal, une femme à la peau bronzée par le soleil et aux yeux qui avaient du vue plus que la plupart, a dirigé l'opération avec une autorité tranquille. Ce n'était pas une récupération, c'était une excavation. Le processus était minutieux, presque révérencieux. Son équipe a mis en place un système de griots sur la tombe peu profonde. Ils n'ont pas utilisé de pelle. Ils ont utilisé des truelles, des pics dentaires et des brossées à poils doux. Avec la précision délicate de chirurgiens, ils ont commencé à retirer les couches de sable et de terre, un grain à la fois. Au fur et à mesure que l'après-midi avançait, toute l'étendue de l'inhumation a été révélée. Le squelette était remarquablement complet, préservé par l'air sec du désert. Il était positionné assis, presque en position fœtale, avec les genoux ramenés vers la poitrine. Le crâne était intact, les orbites vides, fixant un monde qui avait continué sans eux pendant plus d'une décennie. C'était le squelette d'une femme adulte. Alors que l'équipe brossait soigneusement le dernier sable de la région abdominale et pelvienne, l'archéologue principal s'est soudainement arrêté. Elle a fait signe à son collègue de regarder. Là, niché dans le berceau protecteur des os pelviens du squelette féminin, se trouvait un autre squelette, impossiblement petit et fragile. Les os minuscules et délicats d'un crâne, une cage thoracique miniature, les os fins comme des fils des membres, c'était le squelette parfaitement formé d'un fœtus, couché exactement où il a été dans le ventre de sa mère. Un silence est tombé sur toute l'équipe. Même les adjoints chevronnés ont détourné le regard. Ce n'était pas une seule victime, c'était 2. Après 11 ans de silence, enterrés sous des couches de sable et de secrets, Jenna Dellinger et son enfant à naître avaient finalement été retrouvés. La découverte des restes de Jenna Dellinger a envoyé une onde de choc sismique à travers le département du shérif du comté. Le dossier Dellinger, une affaire non résolue, si dormante qu'elle était pratiquement fossilisée, a été brusquement réactivé. Ce n'était plus une affaire de personnes disparues.
obscurci par la possibilité ambiguë d'un mari en fuite. C'était un homicide. L'emplacement de la tombe, dans une partie reculée, presque inaccessible du parc, annulait immédiatement la théorie de longue date selon laquelle Marcus avait tué sa femme dans un accès de rage spontané près de leur campement et s'était enfui. Cette inhumation était délibérée, calculée et nécessitait une connaissance intime des coins cachés du parc. La théorie du fugitif, qui avait guidé l'enquête pendant plus d'une décennie, s'est évaporée sous le soleil dur du désert. Toute l'affaire avait été remise à zéro. Un nouveau groupe de travail a été assemblé, mélangeant des détectives vétérans qui se souvenaient de l'affaire originale avec des officiers plus jeunes, qui apportaient de nouvelles perspectives et une familiarité avec les nouvelles technologies médico-légales. Leur première et plus critique tâche était un examen complet de la montagne de vieilles preuves. Un détective nommé Miles Corbin, un homme approchant la retraite qui avait été un officier junior en 2011, s'est vu confier le travail minutieux de relire chaque rapport, chaque transcription d'entretien, chaque piste sans issue dans le dossier original. Il a passé 2 jours immergé dans l'histoire de l'affaire, l'encre décolorée et les pages dactylographiées, témoignant d'une décennie de frustration. Le 3e jour, il est tombé sur le rapport supplémentaire de 2017, la découverte du compartiment caché dans le camping-car. Il a lu la description du tube étanche et des cartes géologiques se trouvaient à l'intérieur. Il a consulté les images numérisées des cartes, leur surface couverte des notes manuscrites cryptiques de Marcus Dallinger. Un choc l'a traversé. Il a croisé les coordonnées GPS du site de la tombe, nouvellement découverte, avec les annotations sur les cartes. C'était une correspondance parfaite. La fosse peu profonde, où Jenna et son bébé ont été trouvés, se trouvait directement dans un grand cercle dessiné à la main sur l'une des enquêtes de Marcus. L'indice oublié, la découverte déconcertante qui n'avait mené nulle part, 6 ans auparavant, était soudainement la pierre de Rosette de toute l'enquête. Les cartes n'étaient pas seulement une curiosité aléatoire, elles étaient un lien direct entre la victime et le lieu de son inhumation. Marcus Dallinger n'avait pas été un simple touriste. Il avait été attiré vers cet endroit spécifique et désolé pour une raison. La question n'était plus s'il y était, mais pourquoi? Pendant que Corbin reliait les points du passé, les restes de Jenna et de son enfant subissaient un examen méticuleux au bureau du médecin légiste du comté. L'anthropologue médico-légal affecté à l'affaire faisait face à un défi formidable. 11 ans, dans le désert, avaient été effacés tous les tissus mous, ne laissant que des os. Déterminer une cause précise de décès serait difficile, voire impossible. Une inspection visuelle n'a révélé aucun signe évident de traumatisme. Pas de trou de balle dans le crâne, pas d'entaille sur les côtes d'un couteau, pas de fracture, indiquant une blessure par force contondante. Le squelette était un témoin silencieux, ses secrets enfermés par le temps. Ne voulant pas abandonner, l'anthropologue a décidé d'employer une technique plus avancée. La microscopie électronique à balayage. Le processus impliquait de prélever des échantillons microscopiques de la surface des os pour rechercher des traces de preuves qui auraient pu être laissées par une arme ou l'environnement de l'attaque elle-même. Elle s'est concentrée sur les vertèbres cervicales, les os du cou, car ils sont souvent marqués dans les cas de strangulation ou d'autres formes d'asphyxie. Sous l'immense grossissement du microscope électronique, elle a trouvé quelque chose. Ce n'était pas une marque de ligature, mais quelque chose d'encore plus étrange. Incrusté dans la matrice poreuse et microscopique de la surface osseuse, se trouvaient de minuscules particules presque infinitésimales d'une poussière fine et granulaire. Les particules étaient de métallique et inhabituellement denses. Elles n'étaient donc pas un composant naturel du sol du désert. C'était une substance étrangère, introduite dans l'os au moment ou autour du moment de la mort. La découverte était très inhabituelle.
l'anthropologue a soigneusement collecté un échantillon des particules de traces et les a envoyées à un laboratoire médico-légal spécialisé avec une expertise en sciences des matériaux et en géologie. La question était simple. Qu'était cette poussière mystérieuse et d'où venait-elle? L'enquête avait maintenant 2 lignes d'enquête puissantes et convergentes. La première était la carte, qui prouvait que le site d'inhumation n'était pas aux aléatoires. C'était une destination. Ce fait a complètement déplacé l'objectif de l'enquête. Les détectives ne cherchèrent plus un homme qui avait fui sa vie. Ils cherchaient quelqu'un lié à ce morceau de terre spécifique, quelqu'un qui savait ce que Marcus Dellinger faisait là-bas. La deuxième ligne d'enquête était la poussière microscopique, un indice physique qui avait le potentiel de lier directement un suspect au corps de la victime. Le groupe de travail a pivoté. Ils ont mis de côté les vieilles théories sur les conflits conjugaux et le désespoir financier. La clé de ce meurtre, croyant-ils maintenant, ne résidait pas dans la vie personnelle des Dellinger, mais dans la vie professionnelle secrète de Marcus. Ils ont commencé le processus ardu de reconstituer ces transactions commerciales d'il y a plus d'une décennie, en tirant d'anciens dossiers d'entreprise, des dossiers fiscaux et des journaux téléphoniques. Ils ne chassaient plus Marcus Dellinger, ils chassaient et s'associaient. Ils cherchaient l'autre joueur dans le jeu dangereux qu'il avait conduit, lui et sa femme enceinte, à cet endroit désolé dans le désert. Le fantôme de Marcus, le fugitif, était enfin mis au repos, remplacé par l'image de Marcus la victime, un homme qui était tombé sur un secret qui valait la peine de tuer. La nouvelle direction de l'enquête ressemblait à l'excavation d'un site archéologique à part entière. Les dossiers d'il y a plus d'une décennie étaient archivés. Les entreprises s'étaient dissous et les gens avaient évolué. Les détectives ont commencé par réexaminer la dette écrasante qui avait fait de Marcus Dellinger un suspect si attrayant en 2011. Cette fois, ils n'ont pas seulement regardé les chiffres, ils ont regardé les noms. Ils ont retracé l'origine des prêts à taux d'intérêt élevés et ont découvert qu'ils ne provenaient pas de prêteurs louches, mais faisaient une partie d'une dissolution commerciale complexe et acrimonieuse. L'argent que Marcus devait était directement lié à la rupture de son partenariat de conseil. Son partenaire, un homme nommé Leland Croft, avait été celui qui avait appelé les dettes, initiant une série de manœuvres juridiques agressives quelques semaines seulement avant la disparition des Dellinger, Leland Croft. Le nom était apparu dans le dossier de l'affaire originale, mais seulement de manière périphérique. Il avait été brièvement interrogé en 2011, exprimant son choc et sa tristesse face à la disparition de son ancien partenaire. Il avait confirmé que leur relation d'affaires se terminait, mais l'avait caractérisé comme une séparation mutuelle, bien que quelque peu tendue. À l'époque, avec la théorie du fugitif en pleine force, il n'y avait eu aucune raison de le regarder de plus près. Maintenant, il était au centre de tout. Les enquêteurs ont commencé à construire un profil de Leland Croft, et au fur et à mesure qu'ils creusaient, les pièces ont commencé à s'emboîter avec une clarté alarmante. Ils ont extrait ses anciens relevés de cartes de crédit et ses dossiers publics. Alors que sa vie professionnelle était dans le conseil aux entreprises, sa passion personnelle, à la limite de l'obsession, était la géologie. Il avait des abonnements à des revues, leurs minières obscures, des reçus pour des culbuteurs de roches, et des compteurs Geiger, et, plus révélateurs, des dossiers d'achat de logiciels, spécialisés d'arpentage géologique. Leland Croft n'était pas seulement un amateur, c'était un prospecteur dévoué et bien informé. Les notes cryptiques sur les cartes de Marcus prenaient soudainement tout leur sens. Ce n'étaient pas les notes de Marcus, c'était probablement celles de Leland, ou du moins, elles étaient écrites dans son langage. Une nouvelle théorie glaçante a commencé à émerger. Une théorie qui recontextualisait chaque élément de l'affaire. L'entreprise de conseil, croyait maintenant le groupe de travail, était une façade.
Ou tout au moins, Leland Croft utilisait ses opérations légitimes comme couverture pour sa véritable passion. La prospection illégale de minéraux de terre, rares, précieux, dans les limites de protégées du parc national de Joshua Tree. Le partenariat ne s'était pas terminé par de simples désaccords commerciaux. Il s'était terminé parce que Marcus Dellinger, un homme honnête, avait découvert ce que les Leland faisaient. La dette n'était pas un signe de l'échec de Marcus. C'était une arme que les Leland utilisaient contre lui, dans leurs différends. Le voyage de camping, lune de miel du bébé, était maintenant vu sous un jour nouveau et terrifiant. Ce n'était pas une escapade finale, romantique. C'était une confrontation. Marcus, probablement armé de copies des cartes et d'autres preuves qu'il avait rassemblées, était allé à Joshua Tree, non pas pour se détendre, mais pour mettre fin à l'opération de Leland. Peut-être avait-il l'intention de rassembler des preuves finales et irréfutables à remettre aux autorités. Ou peut-être plus dangereusement, avait-il arrangé de rencontrer Leland directement pour le confronter une dernière fois, à l'endroit même où l'activité illégale se déroulait. Il avait emmené Jenna, très probablement sous le prétexte de la lune de miel du bébé, ne révélant jamais la véritable nature périlleuse de leur voyage. Le camping, car n'était pas seulement pour le confort, c'était une base d'opération mobile pour un homme qui était sur le point de dénoncer une entreprise secrète valant une somme d'argent considérable. Leland Croft n'était plus une personne d'intérêt. Il était le principal suspect. Le motif était clair et puissant. Faire taire Marcus pour protéger son opération lucrative et illégale. Les enquêteurs ont revisité l'observation originale à la station-service, celle qui avait envoyé l'enquête sur la mauvaise voie pendant 11 ans. Ils ont extrait les images de surveillance granuleuse de 2011. La qualité était médiocre, mais l'homme au comptoir ressemblait définitivement et vaguement à Leland Croft. Même corpulence générale, même ligne de cheveux. Il était maintenant écœurant de voir ce qui s'était probablement passé. Leland n'avait pas seulement tué les Dillingers, il avait brillamment et cyniquement orchestré les conséquences. Il avait assassiné son partenaire et le seul témoin, puis avait conduit à des kilomètres jusqu'à une station-service au hasard, où lui, un homme qui ressemblait vaguement à Marcus, avait délibérément acheté les articles dont un fugitif aurait besoin. Il avait créé une fausse piste, une pièce parfaite de désinformation qui avait détourné avec succès tous les soupçons de lui pendant plus d'une décennie. Il n'avait pas seulement commis le crime parfait, mais avait incriminé un homme mort pour cela. Le groupe de travail avait maintenant une théorie solide et cohérente, un motif convaincant et de fortes preuves circonstancielles, liant Leland Croft aux activités secrètes de la victime et au lieu du crime. Mais il savait que ce n'était pas suffisant. Un bon avocat de la défense le démolirait au tribunal, le rejetant comme spéculation et coïncidence. Ils avaient une histoire, mais ils avaient besoin de preuves. Ils avaient besoin de quelque chose qui liait physiquement Leland Croft au meurtre de Jenna et Marcus Dellinger. Tout le poids de l'affaire reposait maintenant sur les résultats du laboratoire médico-légal, sur l'identité de la mystérieuse poussière microscopique trouvée accrochée aux os de Jenna. Leland Croft a été trouvé dans une petite ville, ensoleillée du centre de l'Oregon, un monde loin des déserts durs de la Californie du Sud. Il était le propriétaire et unique propriétaire de Croft's Hardware and Feed, un magasin bien rangé et bien organisé qui sentait la sœur de bois, l'engrais et le travail honnête. Quand le détective Corbin et son jeune partenaire sont entrés, Leland conseillait un client sur le meilleur type de fongicide pour les rosiers. Il a levé les yeux, offrant un sourire poli et professionnel qui a légèrement faibli quand il a vu leur badge. Il a accepté de les accompagner au poste de police locale pour éclaircir quelques vieilles questions, avec un soupir de coopération lasse, comme si c'était un morceau fastidieux, mais nécessaire de papasserie bureaucratique d'il y a longtemps. Dans la salle d'interrogatoire, stérile aux murs gris, le calme de Leland était une forteresse.
Il s'est assis dans sa chaise, les mains posées, calmement sur la table métallique, et a projeté un air de serviabilité patiente. Il a écouté alors que Corbin commençait le ramenant aux événements de 2011. Les réponses de Leland étaient fluides, cohérentes et inchangées par rapport à son histoire originale. Oui, la dissolution de l'entreprise avec Marcus avait été difficile. Oui, il y avait de l'argent en jeu. Les partenariats se terminent, a-t-il dit avec un haussement d'épaule dédaigneux. C'est comme un divorce. Ce n'est jamais agréable, mais c'est juste des affaires. Marcus était un homme bon, un peu rêveur. J'ai été dévasté quand j'ai appris ce qui s'était passé. Corbin a poussé, présentant la première pièce de nouvelles preuves. Il a glissé une grande impression couleur de l'une des cartes géologiques sur la table. Nous avons trouvé celle-ci, Leland, cachée dans un compartiment secret dans le van de Marcus. Celle-ci ressemble à des cartes de prospecteurs. Vos notes? Peut-être. Leland s'est penché en avant, plissant les yeux sur la carte avec une légère curiosité. Il arrive. Un son sec. Et des déneux. Mes notes? Non. Marcus se lançait dans toutes sortes de passe-temps étranges. Il a eu une brève obsession pour leur payage une année. Puis c'était la chasse aux météorites. C'était probablement une autre de ses phases. Il pensait qu'il allait faire fortune dans le désert. Je lui ai dit qu'il perdait son temps. Il a habilement détourné la question, transformant la preuve d'une opération secrète en un défaut de caractère de la victime. Il a dépeint Marcus comme un rêveur naïf, et lui-même comme le partenaire terre-à-terre et pratique. La forteresse de son déni semblait impénétrable. Corban a continué détaillant le différend financier amer, les lettres juridiques agressives que l'avocat de Leland avait envoyées juste avant la disparition. Leland n'a pas bronché. Comme je l'ai dit, c'était un divorce d'affaires. Les avocats s'impliquent, les choses deviennent laides. C'est regrettable, mais c'est la procédure standard. Cela n'a rien à voir avec la disparition de lui et Jenna. Chaque pièce de preuve circonstancielle que les détectives présentaient, Leland l'attrapait et la démontait calmement avec une explication plausible et rationnelle. Pendant un moment, un doute a pénétré l'esprit de Corban. Est-il possible qu'il se trompe, que tout cela n'était qu'une série de coïncidences incroyables? Puis il y a eu un coup à la porte. Un officier en uniforme est entré et a remis au détective Corban une enveloppe de preuves scellées. C'était le rapport du laboratoire d'analyse des matériaux. C'était le moment. Corban a ouvert l'enveloppe, ses yeux parcourant le langage technique du rapport. Il a levé les yeux, son regard se verrouillant avec celui de Leland. L'air dans la pièce est devenu lourd. Quand le médecin légiste a inspecté les restes de Jenna, a commencé Corban, sa voix basse et régulière, elle a trouvé quelque chose d'inhabituel. Une fine poussière métallique incrustée dans les os de son cou. Il a fait une pause, laissant la déclaration planer dans l'air. Nous avons envoyé un échantillon au laboratoire pour analyse. La substance s'appelle taurite, Leland. C'est un minéral radioactif de terre rare. Ce n'est pas quelque chose que vous trouvez n'importe où. En fait, on ne le trouve en concentration commercialement viable que dans quelques endroits en Amérique du Nord. Corban s'est penché en avant, sa voix tombante à un quasi-murmure. L'un de ces endroits se trouve être le coin exact et isolé du désert où vous prospectiez et où nous avons trouvé le corps de Jenna. Pour la première fois, une fissure est apparue dans la forteresse de Lelandcroft. C'était à peine perceptible. Un léger serrement des muscles de sa mâchoire, un éclair de quelque chose de froid et de sombre dans ses yeux. Il a essayé de parler, mais sa voix était un râle sec. Contamination, du sol, c'est une coïncidence. Les mots étaient « Dieu faible », manquant de l'autorité confiante qu'il avait projetée quelques instants auparavant. La science était un mur qu'il ne pouvait pas contourner en parlant. Avant que Leland ne puisse se reprendre, le partenaire de Corban a glissé un deuxième dossier sur la table.
Il l'a ouvert pour révéler 2 photographies, côte à côte. C'est ce qui change vraiment les choses, Leland, a déclaré le jeune détective, son ton vif. Nous ne pouvions pas voir cela en 2011. La technologie n'était pas là. Mais nous avons réanalysé les photos originales de la scène de crime de l'intérieur du camping-car. Il a pointé la première image, une photo numériquement améliorée, à contraste élevé, d'une empreinte poussiéreuse et faible sur la marche intérieure du van. C'était maintenant étonnamment clair. Il a ensuite pointé la deuxième photo. C'est le modèle de semelle d'une paire de bottes géologiques. Redback, une marque spécialisée. Votre marque préférée, selon vos relevés de carte de crédit de cette époque, elles correspondent parfaitement. Leland a fixé les photographies. La torite l'avait placée sur le site d'inhumation. L'empreinte de botte l'avait placée à l'intérieur du van. Les 2 pièces de preuve étaient comme les mâchoires d'un étau, se refermant sur lui des 2 côtés. Il n'y avait plus de place pour le déni. Il n'y avait nulle part où fuir. L'effondrement a été total. Le propriétaire calme et confiant du magasin de Quinqueris et Dizou, remplacé par un homme se noyant dans un souvenir qu'il avait maintenu sous l'eau pendant 11 ans. Ses épaules se sont affaissées. La couleur a quitté son visage. Il a fixé ses mains sur la table, comme si elles appartenaient à un étranger. Un long souffle tremblant s'est échappé de ses lèvres. Un son de défaite profonde et finale. Il n'était pas censé l'amener, a chuchoté Leland. Les mots se déversant épais avec une décennie de silence. Il a raconté l'histoire dans un torrent brisé et décousu. La réunion était son idée, une confrontation finale et en colère sur son site de prospection. Il était furieux que Marcus menace de l'exposer. La dispute s'est intensifiée. Marcus était juste, inflexible, dans un accès de rage pure. Leland l'avait frappé avec un lourd marteau de roche qu'il gardait avec ses outils. Marcus est tombé et ne s'est pas relevé. Et puis il s'est retourné, et Jenna se tenait là, près du van, son visage un masque de pure horreur. Elle avait tout vu. Je n'avais pas le choix, a-t-il étouffé, l'excuse pathétique et classique d'un meurtrier. Il a décrit avec des détails froids comment il l'avait tué, l'avait enterré dans une fosse de prospection qu'il avait déjà creusée, puis était revenu chercher le corps de Marcus, le jetant dans le puits d'une mine abandonnée voisine qu'il connaissait. Le voyage à la station-service était un coup de maître final et cynique d'inspiration, un moyen de détourner la police de sa piste pour toujours, en incriminant l'homme qu'il venait d'assassiner. La salle d'interrogatoire était silencieuse, sauf pour le son des respirations déchirées et sanglotantes de Leland Croft. La forteresse s'était écroulée en poussière. L'affaire, après 11 ans de mystère angoissant, était enfin brutalement close. La confession de Leland Croft n'a pas mis fin à l'enquête. Elle a lancé son dernier chapitre sinistre. Pendant que Croft était traité et détenu sans caution, une opération de recherche massive a été mobilisée, son attention maintenant réduite de l'ensemble du parc national de Joshua Tree, à quelques kilomètres carrés de Badlands accidentés, et criblés de mines. La zone que Leland avait décrite dans sa confession. La mission n'était plus une recherche d'une personne disparue, mais une opération de récupération. Il devait retrouver Marcus Dellinger. Le terrain était traître parsemé de bouches ouvertes, de puits de mines abandonnés d'un boom de prospection oublié depuis longtemps. Ces puits étaient à des tombes verticales, certains profonds de centaines de pieds, leurs supports en bois pourris et leurs bords instables. Envoyer du personnel en bas était jugé trop dangereux. Au lieu de cela, le groupe de travail a fait appel à une équipe spécialisée du laboratoire de robotique d'une université d'État. Leurs outils étaient une flotte de drones télécommandés avancés, assez petits pour naviguer dans les puits étroits, équipés de lumières à haute intensité et de caméras haute résolution. Pendant 2 jours,
l'opération s'est déroulée sous le soleil implacable du désert. L'équipe a travaillé méthodiquement, passant d'une mine abandonnée à l'autre. Les opérateurs de drones étaient assis dans l'obscurité fraîche et climatisée d'un véhicule de commandement, leurs visages illuminés par la lueur verte de leurs moniteurs, regardant le flux en direct, alors que les drones descendèrent dans la terre. Les images renvoyées étaient des claustrophobes étendus, des parois rocheuses grossièrement taillées, des racines pendantes, la carcasse desséchée, occasionnelle d'un animal qui était tombé. Puis, après puits, ne révélaient que l'obscurité et les débris. L'après-midi du deuxième jour, un drone a été descendu dans un puits particulièrement profond et étroit, un que les Landes avaient marqué sur une carte de mémoire. Il est descendu au-delà de 50 pieds, puissant. L'obscurité était absolue, brisée seulement par les puissantes lumières et les dés du drone. À environ 150 pieds, la caméra du drone s'est inclinée vers le bas et l'opérateur s'est soudainement figé. Au fond même du puits, emmêlé dans un désordre de bois jeté et débouli, se trouvait une forme qui était indéniablement humaine. L'opérateur a zoomé, l'objectif de la caméra s'ajustant à l'obscurité. L'image s'est affinée, se résolvant en la vue glaçante et claire de restes squelettiques, vêtus des restes en lambeaux de vêtements. Une confirmation calme et sombre a été relayée par radio. Il l'avait retrouvée. Une équipe de récupération spécialisée, utilisant un système complexe de cordes et de harness, a été envoyée au puits. Le processus minutieux a pris plusieurs heures. Finalement, alors que le soleil commençait à se coucher, projetant de longues ombres violettes sur le paysage, les restes de Marcus Dellinger ont été ramenés à la surface pour la première fois en 11 ans. Les dossiers dentaires ont fourni une identification rapide et certaine. Avec la récupération des deux victimes, l'histoire de leur disparition était enfin complète. Les Landcroft, face à une affaire blindée, construite sur sa propre confession et les preuves médico-légales irréfutables, a été reconnu coupable de 2 chefs de meurtre au premier degré. Il a été condamné à la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle. Pour Chloé et le reste de sa famille, le verdict n'a pas apporté de joie, mais un sentiment profond et douloureux de clôture. Le poids terrible de ne pas savoir qu'ils avaient la portée pendant plus d'une décennie était enfin levé.